Bien, merci beaucoup d'abord d'être venus si nombreux dans ce musée national de l'histoire de l'immigration, sous les auspices de l'humanité, les Agoras de l'humanité. Moi, je me félicite d'avoir travaillé avec vous pour la réussite de cette journée aujourd'hui dans ce musée. Comme vous le savez, ce musée a eu du mal à exister puisqu'il a ouvert ses portes il y a longtemps maintenant, en 2007. Mais il n'a été inauguré officiellement que l'an dernier, exactement il y a un an tout juste, à la veille d'ailleurs des attentats, comme vous le savez, de janvier 2015. Il a été inauguré par le président de la République en décembre 2014. Ce que j'ai voulu faire en acceptant la présidence de ce musée, c'est de l'ouvrir le plus largement possible au débat, y compris aux confrontations, aux discussions, et faire en sorte que, malgré son origine historique, comme vous le savez, c'est un musée qui a été créé à l'occasion de l'inauguration de l'exposition coloniale de 1931. Les fresques qui sont autour de nous en témoignent. Mais néanmoins, il est temps que ce lieu soit réinvesti, occupé par des personnes, par des immigrés, par des gens venant d'autres histoires, pour précisément qu'ils servent à démonter aussi ce qu'a été cette histoire, mais à expliquer aussi ce qu'a été cette histoire, mais pas seulement cette histoire coloniale, mais d'autres histoires. Donc voilà, je voulais simplement vous remercier d'avoir accepté de venir ici si nombreux, et j'espère qu'on réaffirmera d'autres initiatives citoyennes, d'autres initiatives politiques et culturelles dans ce lieu qui est, comme vous l'avez vu, tout à fait magnifique. Pour répondre à votre question sur la nécessité du travail historien, je dirais qu'il est, ce travail, plus que jamais nécessaire, parce qu'on assiste malheureusement depuis quelque temps à une forme d'essentialisation de l'histoire, où tout est joué d'avance. Il y a des histoires où tout est écrit d'avance, des histoires où la religion dicte le tout depuis des siècles, voire des millénaires, et donc rien ne peut changer. Il y aurait une origine fixe, des histoires prédéterminées, sans aucune bifurcation possible. Et donc, les individus, les hommes et les femmes de certains pays ou de tous les pays seraient de manière permanente assignés à cette origine éternelle et fixe. Le travail historique, précisément, vise à la déconstruction de ce type d'analyse, vise précisément à essayer de comprendre pourquoi les ruptures sont possibles, les bifurcations sont possibles, les passages de seuil sont possibles. Rien n'est écrit d'avance, rien n'est joué en histoire. Malheureusement, aujourd'hui en France particulièrement, on a le sentiment qu'une pensée dominante qui s'est installée vise à nous dire que tout est déjà fini, tout est déjà accompli. Les séparations existent, elles ont pour but les origines religieuses ou même les origines sociales, et que dans la mesure où tout est déjà installé, écrit d'avance et que tout est joué, alors il n'y a plus qu'à se préparer à l'affrontement, à la guerre des mémoires, et donc de sortir, disons, d'une certaine forme de naïveté pour se préparer à ce qui peut être considéré comme une sorte de confrontation généralisée. Cette conception de l'histoire, bien sûr, elle s'appuie sur une conception de l'histoire arrêtée, conservatrice, c'est-à-dire une conception de l'histoire qui nous dit, qui nous explique que dans le fond, les révolutions ont été des accidents momentanés, qui ont vite été surmontés, dépassés, et des socles identitaires beaucoup plus lourds et profonds sont revenus et ont donc balayé ce qui a pu être considéré des acquis, des principes qui sont issus de ces processus révolutionnaires. C'est vous dire à quel point la bataille autour de l'histoire aujourd'hui est décisive. La bataille autour de l'enrichissement de l'histoire est décisive. Et puisque vous êtes ici au Musée national de l'histoire de l'immigration, je dois vous dire que l'objectif qui est le mien n'est pas de raconter une histoire en plus de l'histoire de France, une histoire séparée de l'histoire de France, mais bien au contraire, d'enrichir l'histoire nationale, l'histoire de France, d'autres histoires, des histoires compliquées, plurielles, difficiles, qui sont ceux d'hommes et de femmes venus d'ailleurs.
Donc le problème n'est pas, pour moi, et comme pour d'autres historiens, bien sûr, de faire en sorte que les histoires, disons, soient entièrement séparées, opposées les unes aux autres, mais au contraire qu'elles puissent sans cesse nous armer, nous enrichir par rapport au présent que nous vivons. Sinon, effectivement, si ces histoires ne servent pas à nous enrichir et nous armer sur le plan culturel et politique, ce sont des histoires mortes, ce sont des histoires qui visent à conserver le passé, faire en sorte qu'il ne se transforme pas, puisque, encore une fois, tout est écrit d'avance. Tout est derrière nous et tout est joué d'avance. Il n'y a plus grand-chose à faire et un certain fatalisme s'installe. Ce n'est pas, bien sûr, vous l'aurez compris, ma conception de l'histoire. Je prendrai pour exemple, bien entendu, ce qui s'est passé, puisque c'est ma spécialité dans le travail historique. Sophie Vanish expliquera beaucoup mieux que moi la question de fraternité, de république dans la Révolution française, par exemple, mais moi, j'ai beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur le temps colonial et la guerre d'Algérie. Et aujourd'hui, on vient nous expliquer que, dans le fond, la question de la décolonisation, la question des indépendances politiques n'était pas si nécessaire que cela, et que, dans le fond, ces pays qui ont et qui connaissent des misères économiques, des régimes autoritaires ou dictatoriaux, auraient pu y échapper si, quelque part, l'instant colonial avait duré. Et c'est une pensée qui s'est installée dans la société française aujourd'hui et qui est beaucoup plus importante qu'on veut bien le croire, installée par des polémistes, des pamphlétaires, des gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs des historiens même s'ils s'en réclament. C'est-à-dire qu'on a une pensée qui s'est installée autour de cette question coloniale, de la décolonisation et de la guerre d'Algérie, qui est une pensée qui vise à nous dire, dans le fond, eh bien, c'est ce basculement, c'est ces indépendances politiques-là qui ont provoqué, disons, des bouleversements, et la gauche française, peut-être, aura été bien naïve d'appuyer ces mouvements nationalistes, de comprendre ces mouvements révolutionnaires, nationalistes, parce qu'ils n'avaient pas vu, par naïveté ou par générosité, la part du religieux, par exemple, que contenaient ces mouvements. C'est naturellement, sans le dire et de manière implicite, une façon de considérer, dans le fond, que ces mouvements anticoloniaux, que ces passages aux indépendances politiques, que cette décolonisation, dans le fond, eh bien, aurait pu peut-être nous éviter des bouleversements ultérieurs sur la question de la place de l'islam ou de l'islamisme, puisque sous la question et sous le régime colonial, les choses auraient pu peut-être évoluer ou se modifier de manière différente. Je prends cet exemple parce qu'il est particulièrement important et il est, pour répondre à votre question, bien sûr, à la source, à l'origine de ce livre coécrit avec Alexis Génie, qui est écrivain, qui n'est pas historien, avec moi, et qui est une réédition d'un texte que j'avais écrit en 1998, il y a près de 20 ans, et qui s'appelait « Le transfert d'une mémoire », où j'expliquais à l'époque, pour aller vite, que la société française d'aujourd'hui, donc des années 90, n'était pas une société coloniale, bien entendu, et que la décolonisation avait eu lieu, mais qu'en même temps, elle n'était pas encore devenue une république démocratique exemplaire. Donc ce passage entre système colonial et république démocratique ne s'était pas définitivement accompli. Et que c'est dans ces interstices, dans ce passage, dans cet entre-deux précisément, que viennent se nicher les mémoires dangereuses qui visent à emprunter à un peu du système colonial, mais qui visent surtout à ne pas faire en sorte que la République véritable s'installe. C'est ce passage, cet entre-deux, que j'ai appelé une sorte de sudisme à la française, c'est-à-dire ce modèle hérité ou venu d'outre-Atlantique, où il y a bien sûr une société de type démocratique, mais par ses comportements, par ses habitudes, par sa ségrégation installée, eh bien, ne favorise pas la circulation, le passage, le métissage, bref, l'égalité politique réelle, c'est-à-dire il y a et il y aurait des fabrications de discours égalitaires, mais qui ne correspondraient pas, en fait, à des passages réels d'égalité politique, donc voulus par une république réellement démocratique et sociale. C'était cela le cœur de ce livre, Le transfert d'une mémoire, que j'avais donc publié en 1999, mais qui n'avait rencontré pratiquement aucun écho,
puisqu'à l'époque, le Front National subissait ou vivait une crise politique très grave, puisqu'il y avait une scission avec Maigret, et on expliquait que dans le fond, cette organisation risquait de disparaître. Et donc le danger représenté par le Front National s'éloignait. La preuve, c'est que toute une série d'organisations anti-Front National s'étaient quasiment ou carrément autodissoutes à ce moment-là. Elles avaient disparu du paysage politique parce que, la crise aidant, à l'intérieur de cette organisation, il n'y avait plus, disons, cette possibilité, d'un danger. Et d'autre part, cette même année 1999, eh bien, à l'Assemblée nationale française, l'État, en France, reconnaissait pour la première fois la guerre d'Algérie, c'est-à-dire l'existence d'une guerre en Algérie. Et donc, par conséquent, avec cette crise à l'intérieur du Front National et le fait que la France reconnaisse l'existence de la guerre d'Algérie, eh bien, dans le fond, nous avions tourné une page qui était la page de la mémoire coloniale, de la mémoire, disons, qui véhiculait des idées de ségrégation ou de séparation, pour arriver peut-être à un autre type d'histoire, à un autre type de mémoire, etc. Eh bien, malheureusement, vous avez compris naturellement la suite de mon propos, malheureusement, bien sûr, 3 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle, et si effectivement nous sortions du silence de la guerre d'Algérie, bien entendu, ce n'était pas de la meilleure des manières, puisque quelques années plus tard seulement, en 2005, toujours à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci on reconnaissait à la majorité le mérite de la colonisation et les vertus de la civilisation apportée par la colonisation. Donc c'était une sortie de mémoire qui ne s'était pas accomplie dans le sens peut-être de l'apaisement ou de la reconnaissance de la souffrance de l'autre ou de la mémoire de l'autre, mais qui, au contraire, était plutôt, disons, une sortie dangereuse, une sortie d'affrontement et non pas de réconciliation et non pas de pacification, entre guillemets, des mémoires autour de ce drame, disons, qu'avait été la guerre d'Algérie. Donc, je ne vais pas être très très long parce que ce n'est pas prévu de faire un exposé magistral, etc. Je dirais simplement que sur cette question de l'histoire et des mots utilisés en histoire, on voit bien que cette histoire n'est pas achevée. On voit bien que cette histoire, elle se poursuit, qu'elle est difficile, qu'elle peut être cruelle, qu'elle peut être compliquée, que des bifurcations existent, que nous vivons des moments difficiles, tragiques, et que des mots, MOTS, issus d'un vocabulaire qui peut être celui de la Révolution, qui peut être celui de la France révolutionnaire que nous connaissons, peut aussi, ces mots-là, puisque nous sommes dans le 3e débat, je crois, qui est celui de la fraternité, donc des frères, eh bien on peut voir aussi que ces mots-là, ce mot de frère, peut être utilisé dans un sens qui peut-être n'est plus celui que l'on avait utilisé au cours de la Révolution française et dans les 2 siècles qui ont suivi. Le mot de frère aujourd'hui, eh bien il est utilisé aussi par ceux qui sont dans une religiosité extrême et dans une forme d'islamité radicale extrême et qui, au contraire, est utilisé dans un autre sens. C'est-à-dire que le terme de fraternité, tel qu'il est conçu et tel qu'il avait été élaboré et conçu, notamment en France dans les 2 derniers siècles, peut lui aussi avoir un héritage qui peut nous surprendre aujourd'hui. La fraternité, elle vient peut-être aussi de ceux qui se regroupent dans certains quartiers, dans certaines zones, hors de l'État et contre l'État, hors du mouvement ouvrier et contre lui quelquefois et même sûrement, pour avoir d'autres destinées, d'autres sens possibles. Donc vous voyez que le travail des historiens autour de la question de la fraternité, il doit aussi s'intéresser à la façon dont ce mot de frère et de fraternité a trouvé un prolongement et un sens différent. C'est une invitation à une interrogation historienne et politique sur le fait que dans la jeunesse, dans certaines fractions de la jeunesse aujourd'hui, le mot de frère n'est plus tout à fait le même que celui que nous entendions auparavant. Et je vous invite à la réflexion autour de cette fraternité-là qui n'est peut-être pas celle que l'on espérait. Je vous remercie. Ah bon. Alors, avant de passer directement la parole à la salle, aux questions de la salle, je voudrais rebondir sur un point.
les mémoires, je reprends le titre de votre ouvrage, hein, vous dites « Les mémoires dangereuses ». Si j'ai bien compris, vous dites que, notamment par rapport à la mémoire de l'histoire coloniale, il y a eu, dans le processus qui a suivi disons, la décolonisation à proprement parler, un retour de mémoire fragmentée qui a consisté dans un retour communautarisé, pour ainsi dire, des mémoires. Une mémoire de tel groupe qui avait été particulièrement affecté par cette histoire, de tel autre groupe. Alors donc vous citez les pieds noirs, ce qu'on appelle les pieds noirs, ce qu'on appelle les harkis, et notamment dans la période plus contemporaine, les enfants dits de l'immigration maghrébine, etc. Et qu'au lieu de se faire en commun, ce retour de la mémoire, au lieu que ce processus se fasse en commun, il s'est fait en conflit. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée, expliquer cette idée C'est un processus assez complexe, mais qu'il faut absolument prendre à bras-le-corps, parce que le retour de mémoire autour de la guerre d'Algérie, effectivement, a abouti à une sorte de fragmentation, pour une raison essentielle, c'est que pendant très longtemps, autour des questions de guerre, de catastrophes qui pouvaient arriver dans telle ou telle société, très souvent les victimes de ces catastrophes adressaient leurs revendications à l'État, c'est-à-dire en demande, disons, de réparation, de vérité, de justice, etc., etc. Cette revendication en direction des États existe encore, bien entendu, pour ceux qui réclament des pensions, des réparations ou autres. Mais le processus auquel nous avons assisté ces 20 dernières années, c'est qu'à cette question de revendication mémorielle en direction des États sont venues s'ajouter des revendications mémorielles contre d'autres groupes et contre d'autres groupes victimaires, et donc par opposition, et non pas en direction d'un seul, entre guillemets, interlocuteur unifiant possible, qu'est l'État. De sorte que les responsabilités dans la posture de la tragédie incombaient quelquefois à d'autres groupes de mémoire dans la tragédie elle-même. Et c'est ainsi qu'on a pu voir se construire une sorte d'opposition et de guerre des mémoires entre ceux qui s'estimaient, par concurrence victimaire, plus victimes que d'autres. Et cette fragmentation-là, elle s'est développée. Elle s'est développée parce que nous n'avons pas pu réussir, donner ou envisager un récit républicain unifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à prendre à bras-le-corps, disons, cette séquence d'histoire particulière pour essayer d'être dans une sorte, entre guillemets, d'empathie de tous ces groupes de mémoire pour donner un sens commun, c'est-à-dire de donner un récit commun à cette histoire qui permettrait effectivement de reconnaître les souffrances de tous. Et c'est en l'absence de ce récit-là, et donc de reconnaissance de ce récit, y compris par l'État, qui a pris trop de temps. Parce que si, bien sûr, on parle beaucoup maintenant de l'histoire de la guerre d'Algérie, notamment en partie quand même dans les manuels scolaires, eh bien, on a perdu 40 à 50 ans, c'est-à-dire le temps de 2 à 3 générations. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que 2 générations ont été perdues, c'est beaucoup. Et ça veut dire qu'il y a eu des ruptures ou des revendications assez agressives mémorielles, notamment à l'intérieur de l'espace familial, sur ce silence ou sur ces silences, dans l'espace familial, et des ruptures de transmission mémorielle dans l'espace public qui n'ont pas pu être comblées dans l'espace familial. Et donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, eh bien, on a cherché les responsabilités des silences, des oublis, en termes de falsification ou d'occultation. Et on a cherché, non seulement en donnant ces responsabilités aux États, mais à d'autres groupes dissimulés, des groupes occultes, qui viseraient à opposer les uns aux autres, etc. Et par conséquent, la sortie de la mémoire du temps colonial, elle s'est faite de manière fragmentée, en opposant les uns aux autres. Elle ne s'est pas faite de manière ordonnée, de manière décidée, de manière voulue, mais au coup par coup, en fonction des injonctions, en fonction des revendications ou des demandes adressées. Et c'est depuis une dizaine d'années. Et ces à-coups successifs et ces fragmentations successives qui provoquent, disons, ces oppositions, et c'est dans
ce laps de temps que se construisent des récits fantasmés de chacun des groupes. Chacun des groupes va construire un récit qui lui appartient en propre et va l'opposer aux autres. Donc nous sommes par conséquent dans des situations qui sont une situation qui est très difficile. Parce que autour notamment de... Et nous le savons que c'est là que ça se joue, l'histoire de la République aujourd'hui et de la fraternité, c'est le fait que des gens qui vivent en France, qui se vivent français, qui se sentent français, ne se sentent pas tout à fait français en raison d'une origine particulière et d'une histoire différente ou qu'ils vivent comme différentes. Et donc la difficulté pour nous, c'est de partir des histoires différentes pour aller à une histoire commune. Or, nous ne partons pas des histoires différentes. Nous ne voulons pas reconnaître les histoires différentes pour arriver à une histoire commune. Parce que si nous partons des histoires différentes, nous disons ça, c'est déjà reconnaître un multiculturalisme. Or, l'ennemi, c'est cela. Donc nous ne partons pas des histoires différentes. Nous voulons d'entrée ou d'emblée imposer un récit commun. Mais on ne peut pas imposer un récit commun si on sous-estime, on néglige ou on minimise les histoires différentes d'origine. Et ces histoires différentes d'origine, il faut les savoir, il faut les connaître, il faut les prendre en charge. Les histoires du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, ne sont pas des histoires européennes. Ce sont des histoires où il y a leur propre leader, leur propre culture, leur propre langue. Et donc nous avons un effort à faire que nous faisions, par parenthèse, c'est un paradoxe étonnant que je dis là devant vous, que nous faisions par exemple au temps colonial, où il y avait beaucoup d'orientalistes. Je pense à des grands orientalistes français qui faisaient cet effort, bien sûr, dans un objectif de colonisation et de conquête de ces territoires, bien entendu. Mais la connaissance de la langue berbère, de la langue arabe, la connaissance méticuleuse des sociétés sur le plan anthropologique, sur le plan culturel, sur le plan sociologique, c'est un trésor pour nous accumulé, d'ailleurs, pour les historiens qui viennent à travailler sur ces pays dans les 2 derniers siècles, bien entendu. Or, depuis la décolonisation, nous n'avons plus fait cet effort de compréhension ou de connaissance de ces sociétés, à tel point que dans l'université française d'aujourd'hui, en histoire contemporaine du Maghreb, je l'ai dit souvent, il n'y a que 4 professeurs d'histoire contemporaine du Maghreb en France, dans les universités françaises. C'est tout. Pour fabriquer, diriger ou ordonner des thèses, par exemple. C'est très petit. Je parle de l'histoire contemporaine du Maghreb. Aujourd'hui, il en faudrait 10 fois plus pour savoir, pour transmettre, pour comprendre et pour arriver à ce récit commun de la République. Parce que si nous ne partons pas des récits personnels, des récits particuliers, nous ne pouvons pas combattre les préjugés de départ. Et j'en veux pour preuve ce musée de l'immigration. Ce musée de l'immigration, comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas pour objectif, encore une fois, de faire des histoires séparées, mais il a pour objectif de faire comprendre aux Français, aux 66 millions de Français qui sont aujourd'hui dans ce pays, qu'il y a des gens qui n'ont pas tout à fait la même histoire qu'eux et que nous devons connaître cette histoire, ces autres histoires, pour pouvoir continuer à vivre ensemble.